Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, nous sommes à Bobo-Dioulasso et c'est un rendez-vous spécial dans le cadre de la 3e édition de la Biennale des littératures d'Afrique noire, une manifestation consacrée aux livres à Bobo-Dioulasso. Ce soir donc, pour en parler, nous sommes avec Madame Safiatou Faure, elle est déléguée générale du Salon. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Kindo. Et merci de venir parler de votre biennale. Nous sommes également avec Monsieur Massamba Gueye. Vous êtes écrivain, vous êtes également enseignant-chercheur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Nous sommes aussi avec Dr Pakisba Ali Ouedraogo. Vous êtes romancier. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kindo. Merci d'être là pour les échanges. Alors, pour ce soir, nous allons échanger autour des 3 éditions de la Biennale de littérature d'Afrique noire ici à Bobo-Dioulasso, mais aussi de la promotion littéraire et du rôle des écrivains dans cette promotion littéraire. Et donc, avec vous, Madame Faure, ça fait 3 éditions maintenant, presque 5-6 ans que vous êtes à Bobo-Dioulasso pour organiser une sorte de salon du livre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Je vous remercie pour cette question. Pour moi, ça me paraît tellement naturel d'avoir des rencontres littéraires à Bobo-Dioulasso, axées notamment sur la jeunesse de Bobo-Dioulasso, que la question me perturbe un peu. Pour moi, c'est normal. Pour contribuer à l'éducation des enfants, il faut savoir lire et écrire. Comment le faire? Il faut que les auteurs viennent rencontrer les enfants très tôt pour pouvoir échanger autour de l'écriture, de la lecture, etc. Et la rencontre de l'autre, puisque mine de rien, ça permet à des étrangers africains contemporains qui ne sont pas encore morts de pouvoir venir rencontrer ces enfants depuis Bobo-Dioulasso. Pourquoi Bobo-Dioulasso? Parce que je suis né à Bobo-Dioulasso. C'est une ville que j'adore et que j'habite à Saint-Médard-en-Jalles, une ville que j'adore. Depuis 2002, nous organisons la Biennale des littératures d'Afrique noire à Saint-Médard-en-Jalles. À un moment donné, je me suis dit, tu fais la promotion de quelque chose à Saint-Médard-en-Jalles dont les enfants de ta ville natale n'y bénéficient pas. D'où l'idée aussi de venir initier la même manifestation à Bobo-Dioulasso. Et vous le dites, c'est une façon de participer à la promotion littéraire, mais aussi à redonner goût à la lecture aux jeunes. Et comment ça se passe? On a vu durant tout le salon, c'est beaucoup plus des élèves. Je dois rappeler que nous sommes ici avec un public de jeunes qui ont participé de bout en bout aux activités que vous organisez. Et donc pour vous, c'est la jeunesse qui est primordiale. Oui, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de tout pays. Lorsqu'on rate l'éducation de la jeunesse, on peut attendre très très longtemps, plusieurs générations, pour se remettre. Donc très tôt, on intéressera les enfants de Bobo-Dioulasso, du Burkina, de l'Afrique entière, à savoir lire et écrire. Très tôt, ils vont comprendre la globalité du monde et s'inscrire dans cette globalité et jouer leur partition dans cette globalité. Mais lorsqu'on ne sait pas lire et écrire, quelle que soit la langue, comment s'inscrire dans son environnement? On est obligé de passer par la lecture, que ça soit écrite ou orale, peu importe, mais on est dans un monde où il faut aller vers l'autre. Pour moi, il n'y a que comprendre l'autre par la lecture et comment ça fonctionne dans sa tête qui est important. Puisque nous ne pouvons pas voyager tout le temps, vu l'ampleur du monde, il est important de pouvoir permettre à ceux, depuis chez eux, qui arrivent à mettre quelques notes sur des papiers ou pas du tout, de venir rencontrer nos enfants ici, à Bobo-Dioulasso. Leur dire, il y a d'autres personnes vers qui on peut aller. Comme on dit en Djoula, c'est 2 pieds qui font le chemin. Venez vers nous, venez vers vous. La médiation littéraire, dans quelques domaines de la culture, la médiation est très très importante. Donc permettre la rencontre de des uns et des autres, moi j'ai choisi le livre. Je pense que c'est un très bon médium pour que l'humanité se reconstitue, se comprenne et avance. Pourquoi passer à côté de l'éducation de nos enfants? Pourquoi passer à côté de l'intégration de nos enfants dans ce monde qui est nôtre? Il faut que nous puissions nous comprendre. Quel autre moyen que le livre? On peut rester dans sa case et voyager grâce au livre et rencontrer l'autre qu'on ne voit pas. Même si nous avons les multimédias et tout, dans nos contrées, tout le monde n'est pas connecté, loin s'en faut. Donc permettons à nos enfants, grâce au livre, d'accéder donc à cet univers-là.
Nous, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Chaque établissement qui prend part à la biennale est doté d'au moins 50 livres. La valeur va de 150 000 à 500 000 CFA. Donc, ils les gardent une biennale sur l'autre pour se constituer un fonds de voyage vers le monde, dans le monde. Donc, ça leur permet aussi de comprendre que c'est possible d'écrire partout, que c'est possible de ne pas lire, avec tout le respect que je leur dois, que des écrivains du XVIIIe siècle qui ne sont pas forcément africains, je n'ai rien contre. Certains sont, mais nous n'accédons pas à cette production, par exemple à Tombouctou, etc. Mais dire qu'on peut rencontrer des Massamba Gueye, des docteurs Pakisba, pouvoir les toucher, ça permet aux enfants de rêver et de rêver autrement le monde, de rêver autrement leur monde. Il existe bien des grands écrivains qui ne sont pas encore morts, qui sont africains. C'est cette ambition que nous avons à travers la biennale à Bobo-Dioulasso et à Saint-Médard-en-Jalles aussi. Et l'aventure à Bobo-Dioulasso dure 3 éditions à présent? Oui, depuis 2014, un mois après les insurrections. Donc on a tenté le coup. Dès cette édition, nous avons pu rassembler 2000 élèves de Bobo-Dioulasso et au-delà un peu. Donc 2014, ça a été le tâtonnement. 2016, on a essayé. Et 2018, nous pensons que nous avons atteint un niveau où il faut qu'on passe d'échelle. Et vous l'avez dit, Madame Faure, vous n'êtes pas venue seule à Bobo-Dioulasso, vous faites venir aussi d'autres auteurs contemporains, somme toute des Africains et aussi des Burkinabés qui participent à votre salon. Nous sommes avec Massamba Gueye, vous êtes enseignant de littérature, mais vous êtes aussi conteur. Racontez-nous quand même peut-être l'aventure qui vous a amené à Bobo-Dioulasso. Merci beaucoup, merci. C'est vrai que c'est une aventure qui dure depuis 10 ans, parce que c'est en 2008 que j'ai rencontré l'agence de médiation culturelle à l'occasion du festival, d'un grand festival métis qu'ils organisent en début août chaque année, chaque 2 ans, chaque année. Et j'étais invité en tant que directeur artistique, parce que j'ai été aussi directeur général du Théâtre national d'Agnès Sorano. Je suis dramaturge et je travaille beaucoup sur le théâtre. Dans ce cadre-là, c'était apporter 2 pièces de théâtre, une pièce de théâtre et une pièce de danse. Et c'est comme ça que j'ai découvert le travail exceptionnel de diffusion de la culture africaine qui est portée par une agence métisse, qui est une association où des Européens, des Africains sont ensemble pour construire un monde métissé. Comme aussi nous sommes dans ce qu'on appelle la construction de la civilisation de l'universel, nous l'avons gardé. Et en 2010, j'ai été invité, auteur résident, dans un collège de Saint-Aubin, où, avec des élèves de 6e, 5e, j'ai fait 1 mois à partir d'une production qui s'appelait Tout compte fait, qui était un livre accompagné d'un CD de contes africains. Et après, nous avons monté un spectacle et depuis, nous n'avons pas arrêté de collaborer. Moi, étant enfant, fils de villageois, je n'avais pas accès aux livres quand j'étais dans mon petit village de Tchaben. Et d'apprendre qu'à Bobo, on fait accéder le livre à des enfants. Moi qui ai enseigné aussi pendant 25 ans dans des collèges déshérités du Sénégal, où il n'y avait pas de livre, où il fallait faire des kilomètres pour acheter un livre, une opportunité comme cela, nous devons rendre à l'Afrique ce que l'Afrique nous a donné. C'est-à-dire des enseignants du public qui nous ont formés, des bibliothèques publiques qui nous ont permis d'accéder aux livres. Si aujourd'hui nous avons cette stature-là, moi j'ai la chance, en tant que fils de villageois et de pauvres, d'être aujourd'hui conseiller technique du président de la République du Sénégal, d'avoir été directeur général du Théâtre national, de construire ma propre structure qui s'appelle la Maison de l'Oralité. Qu'est-ce qui me l'a donné? J'ai pu accéder aux livres gratuitement dans des bibliothèques municipales. J'ai pu accéder à des auteurs. J'ai rencontré des grands auteurs, Kourouma. Je les ai rencontrés et le jour où je l'ai rencontré, j'ai déclamé un poème devant lui et qu'il m'a dit que ce poème méritait d'être emporté en France dans sa maison et qu'il a pris le texte. J'étais jeune étudiant. Les autres étudiants ont posé sur moi un autre regard et ils m'ont poussé à continuer à écrire de la poésie. Il y a des combats culturels comme cela. Dans une ville comme Bobo-Dioulasso, est-ce que j'ai le droit de dire non, je ne viens pas parce que c'est Bobo? Je n'ai pas le droit. Alors que si on m'invite au Salon du Livre de Paris ou de Genève, je me précipite dans l'avion parce que c'est l'autre. Si je fais cette démarche, je pousse à l'immigration. Parce que le message que je donne aux jeunes Africains, c'est n'allez pas vers l'Afrique. Et elle n'est pas dans le cloisonnement, elle est dans les littératures d'Afrique noire.
Exactement, c'est dans les littératures d'Afrique noire et c'est là où c'est important. Parce que dans la démarche, nous sommes dans une biennale de lettres, mais les spectacles de contes accompagnent aussi les élèves. Et c'est cette programmation-là artistique qui montre aux enfants que si vous savez lire, vous allez savoir dire. Et si vous savez dire, dans le débat public, vous allez exister. Ali Pakisba Ouedraogo, vous êtes un jeune auteur et vous participez, je crois, pour la première fois à ce salon, à cette biennale. Vous êtes venu présenter votre roman « Une lune rouge, l'histoire d'Ismaël, le réfugié », qui décrit ou qui dépeint la face cachée de l'immigration. Pour vous, qu'est-ce que ce cadre représente? Est-ce que c'est bon pour la promotion de votre art? Est-ce que c'est pour la rencontre? Vous y venez pourquoi? Merci beaucoup, Monsieur Kindo. C'est vrai que c'est ma première fois et depuis effectivement 3 jours, c'est la découverte, c'est l'émotion pour moi. C'est en même temps, comme vous dites, les rencontres, la promotion. Les rencontres, j'ai eu la chance de discuter avec des classes de lycéens, de première, de terminale, de troisième, qui avaient auparavant lu le roman et avec lesquels on a eu des discussions enrichissantes. Franchement, 1 heure, 2 heures, le temps est passé très vite. On avait envie de s'éterniser. Il y avait de la lumière dans leurs yeux et moi, j'étais le plus heureux. J'étais aussi heureux que eux, sinon plus heureux, parce que j'ai pris plaisir à leur relater ma motivation, le processus de création. Et eux aussi, ils ont pris plaisir à écouter, à demander des éclaircissements et d'autres m'ont vu après pour demander comment on fait pour écrire. Ils sont intéressés, ils ont envie et j'ai pu leur donner des conseils, leur dire par quoi je suis passé. Donc je remercie vraiment Madame Safiatou Faure Sissoko. Je ne la connaissais pas et là, à partir d'aujourd'hui, je m'inscris dans la famille aussi et à chaque fois, quand j'aurai l'occasion, je serai là. Oui, Madame Faure, on va revenir un peu sur le thème de cette 3e édition. Vous l'avez intitulé « Lire pour tous, lire partout ». On peut lire pour tous. Comment? Alors moi, je prends un exemple très très simple. Souvent, quand on me dit quelle profession vous faites, je réponds, je suis mère de famille, je suis maman. Parce que dès le berceau, j'ai découvert en France qu'on pouvait lire à un bébé et que le bébé pouvait comprendre et qu'il pouvait réagir, interagir avec sa maman, son papa, grâce à la lecture. Donc, dès le berceau, on peut lire. Quand on n'a pas de livre papier et qu'une seule personne a un bout de papier, on peut lire aux autres, quelles que soient les contrées dans lesquelles on se retrouve. C'est aussi ce concept que Massamba défendait à travers ton livre que tu as été présenté à Saint-Médard-en-Jalles. Donc, quel que soit, même comment ils appellent ça, ceux qui vont dans l'espace, les astronautes, ils peuvent lire. Ils peuvent retourner les lectures via Internet et tout ça à tout le monde. Maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut lire partout et pour tous. C'est un peu ça. Et il faut que je vous dise quand même, révèle un petit secret. Massamba a travaillé sur le thème « Lire pour tous et lire partout ». Comme on est en connexion via Internet, j'ai lu tout ce qu'il a fait et parcouru grâce à ce thème au Sénégal. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ce que tu es en train de faire, c'est ce que moi, j'ai envie aussi qu'on fasse ici. Est-ce que ça te dirait qu'on commence à créer un début de réseau autour de ce thème? Ça s'est passé comme ça. Donc, de suite, il a dit oui, fais-le et je viendrai. Et aujourd'hui, la question de la lecture devient un challenge, une sorte de défi à l'heure des technologies de l'information et de la communication, à l'heure où on dit que l'important n'est plus de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve. Est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Non, parce que nous constatons de plus en plus en Occident que les gens reviennent aux livres papier. Regardez par exemple, lorsqu'on a on dit une liseuse, on lit, on descend, on descend. Lorsque je veux revenir sur ce que j'ai lu avant et tripoter et surligner, toucher, sentir le papier, ce n'est pas possible. Le papier livre, lorsqu'on l'a dans ses mains, dans sa chambre, ça devient comme une partie de soi-même. Moi, à côté de mon lit, j'ai tout un tas de livres. Je peux lire 5 livres en même temps. La technologie, pour moi, c'est un complément.
une valeur ajoutée. Justement, à propos de vos invités, en 2016, vous avez des grands noms de la littérature africaine comme Samy Diak ou encore Serge Bilé. Cette année, vous avez Massamba Gueye, cette année, vous avez d'autres auteurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu de ce choix? Et on dit que les Pintado suivent la nuque de papa ou maman Pintade. Donc, si on veut que nos enfants nous ressemblent à ceux qui font rêver le monde entier, il faut que nous aussi, on se donne les moyens de les faire venir chez nous, auprès de nos enfants, pour qu'ils se disent « waouh », l'effet « waouh », ça s'appelle, c'est possible. Donc, c'est pour ça que nous choisissons aussi de telle sorte que nous puissions avoir des grands comme Serge Bilé, certes, comme Samy Diak, comme Massamba Gueye, comme d'autres qui écrivent pour la première fois. Quand je prends Pakisba, ce n'est pas parce qu'il est bébé écrivain, comme il a dit, mais c'est un grand docteur aussi. Donc, il a quelque chose dans sa tête. Ce n'est pas seulement il s'essaye dans l'écriture, mais lorsqu'il se présente devant les lycéens, ils se disent, mince, un chirurgien aussi peut écrire. Moi, donc, je peux être écrivain, ce n'est pas mineur, quoi. Donc, ça permet aux enfants d'ici de dire, c'est possible. C'est possible. Et en parlant de Bobo Dioulasso, c'est vrai, il y avait Serge Bilé et Samy Diak. Cette année, par exemple, dans le comité d'organisation, nous avons au moins 10 élèves qui sont devenus bénévoles parce qu'ils ont rencontré Samy Diak en 2016. Parce qu'à Saint-Médard-en-Jalles, comment c'est arrivé? C'est grâce au livre que Gaston Kaboré a écrit sur la princesse Yénéga. Lorsque nous avons travaillé sur ça à Saint-Médard-en-Jalles et que j'ai vu l'émerveillement des enfants, qui sortaient de nos rencontres en chantant des chansons africaines et tout ça, que les enseignants ont mis ça en scène en 2008, je me suis dit que ce n'est pas normal que mes petits-neveux, mes nièces, mes petits-enfants, parce que j'ai l'âge d'avoir des petits-enfants aussi, ne puissent pas aussi connaître cet émerveillement. La chance qu'ils ont d'avoir des grands écrivains, il faut qu'eux aussi puissent les rencontrer. À Saint-Médard-en-Jalles, on a eu la chance de recevoir des prix Renaudot, des prix Goncourt, de la littérature là-bas. J'aimerais un jour que tout ce monde-là puisse venir rencontrer les enfants à Bobo Dioulasso. Et si on sait que tout part du rêve, et c'est quand même assez louable. Oui, Massamba Gueye, on va revenir un peu sur la question de la promotion littéraire. On n'est jamais mieux servi que par soi. Et vous l'avez dit, en Afrique, les gens ont compris que face aux grandes tendances, aux tendances lourdes dans la littérature mondiale, il va falloir qu'au lieu qu'il y ait un repli sur soi, qu'on puisse se recentrer sur ses propres littératures, sur sa propre littérature, pour sa propre consommation. Parce que tout part de là. Et c'est le combat que vous avez en France, et plutôt au Sénégal, à partir de votre structure, mais aussi dans votre travail d'écriture. Oui, c'est exactement ça, c'est parfaitement bien résumé. L'objectif aussi, c'est de dire aux enfants africains qu'est-ce que vous allez apporter au monde. Parce que vous allez aller à ce que Senghor appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. Comme Senghor était très fort en français, il n'a pas dit le rendez-vous du recevoir et du donner. Dans la syntaxe, il a dit rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que l'Afrique va donner? Qu'est-ce que l'Afrique va donner au monde? Qu'est-ce que l'Afrique va recevoir du monde? Est-ce qu'on va être la main tendue? Ou est-ce qu'on va être la main qui donne et qui, après avoir donné, attend en retour? La question c'est, est-ce que nous consommons nos droits culturels qui sont consacrés à l'UNESCO? Est-ce que les droits consacrés par les Nations Unies, qui sont des droits culturels, votés par l'Assemblée de l'UNESCO, est-ce que les acteurs culturels du Burkina, du Sénégal, savent que ce sont des droits obligatoires? La consommation des masques qui sont faits, par exemple, par les jumeaux Ouattara. Parlons de ça, puisqu'on est dans un lieu où ils exposent. La consommation des livres qui sont écrits par le jeune Diallo. La consommation du cinéma produit par Sembène Ousmane. C'est un droit. Une population, quand on lui donne un hôpital, quand on lui donne une école, on lui donne aussi un lieu comme cette maison de la culture pour qu'il ait droit à la consommation culturelle. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Mon principe est qu'on peut lire partout, même dans une bibliothèque. On inverse la démarche. On peut lire partout. Donc, on va dans les prisons de femmes qui sont des détenus et qui ne sont pas encore jugés. On organise des séances d'écriture et des séances de lecture avec eux. Je monte un spectacle de lecture avec les comédiens les plus célèbres et les artistes les plus célèbres. Quand ils arrivent, ils lisent.
Ils jouent un spectacle de lecture et les détenus se joignent à nous. Et après, on met des ateliers en place pour qu'elles écrivent ce qui leur fait mal et qu'elles puissent le lire. Ensuite, on va dans les hôpitaux avec des enfants qui vivent à l'hôpital. Il y a des enfants qui vivent à l'hôpital. On leur apporte des séances de lecture et on laisse des livres. Ensuite, on organise une tournée au niveau national avec toujours les partenaires qui sont prêts à mettre de l'argent dans le livre pour équiper les bibliothèques les plus éloignées. Mais on ne le fait pas dans les bibliothèques, on le fait à l'extérieur, dans une place de marché où on invite toute la population à voir des gens lire un livre. Et après, les élèves montent des sketchs de lecture, ils viennent faire des compétitions de lecture et ils ne reçoivent jamais de l'argent. On part, on laisse des caisses de livres et ils montent un club qui s'appelle les Amis de la Lecture. Donc c'est ce que j'appelle lire pour tous, lire partout. Mais il faut lui dire que ça existe. Il faut lui dire que le livre existe et il faut lire dans sa langue. Si vous, une sommité journalistique comme vous, se met à la télévision et lit dans sa langue, je suis à peu près sûr que tous ceux qui pensent qu'un intellectuel africain qui est allé à l'université, qui a des diplômes, ne doit pas parler sa langue maternelle, ils vont comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Et je me félicite que Serge Billet, qui est aujourd'hui une fierté pour nous tous, qui est né en Côte d'Ivoire et qui est le journaliste du 20h sur Martinique Première, je pense que c'est une fierté pour nous. Sami Chak, qui aujourd'hui est enseigné à Genève, c'est une fierté pour nous. De recevoir Ken Bougoul à Saint-Médard en Jalles, c'est une fierté pour nous. Donc je pense que nous devons nous entraider et je suis très heureux et très honoré aujourd'hui qu'une télévision aussi importante que la vôtre, que la nôtre devrais-je dire, la RTBF nous reçoive. Pour moi, c'est déjà un pan extrêmement important et vous ne pouvez pas mesurer, pour moi, l'importance de cette invitation. Et à propos certainement de l'encouragement du livre, j'ai assisté en 2006 à un festival à Bamako, étonnant voyageur, où il y avait un atelier de slam. Et à la restitution de l'atelier, ils ont invité le ministre de la Culture, qui était un certain Cheikh Oumar Sissoko à l'époque. Quand il est venu, il n'a pas fait de discours, il a slamé. Ali Pakisba Ouedraogo, vous êtes à l'origine médecin, chirurgien, et vous êtes radiologue. Vous lancez dans la littérature. Est-ce que ça ne vous fait pas peur de savoir que peut-être vous pouvez écrire et vous pouvez ne pas être lu, ou tout comme en y venant, vous avez des appréhensions, je n'ai pas de profil de littéraire. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je ne me suis pas posé vraiment ces questions, je n'ai pas vu les entraves éventuelles. Le profil littéraire ou pas, je pense on fait tous de la littérature, consciemment, inconsciemment, et la médecine est venue bien après, en fin de primaire, pendant les années collège au lycée, et pendant toutes les études de médecine, je lisais énormément, j'aimais beaucoup lire. Et c'est cette lecture qui m'a aidé, on va dire, dans les études même de médecine, qui m'aide dans la pratique de mon métier au quotidien, dans mes relations avec les patients, à m'en sortir lors des différents voyages pour poursuivre ces différentes études de médecine. La littérature, pour moi, elle est au début, au milieu, à la fin, elle est permanente, elle est partout. Donc, je n'ai pas fait de distinguo côté profil scientifique, profil médical. On regarde dans l'histoire, il y a de grands scientifiques qui étaient de grands littéraires, de grands écrivains. Il n'y a pas de dichotomie. Et donc, vous vous dites, comme Mme Faure l'a dit, se faire rêver, vous vous dites, pour participer à ce rêve collectif, je m'y lance et c'est tout. Je m'y lance, j'avais sur le thème du livre une forte indignation, l'immigration clandestine. Bon, comment faire pour partager ma vision, pour lancer ce cri de cœur? C'est le roman, c'est la littérature que j'ai vue comme moyen. Je m'y lance. Et j'avoue que pendant les mois de rédaction, j'ai été plus guéri. Peut-être j'ai pu guérir peut-être ceux qui vont lire. Ça m'a fait du bien. C'était des moments d'euphorie pour moi. Quand je me lance dans la période d'écriture une nuit, je ressors vraiment revigoré. Donc le livre permet de rêver. Le livre permet d'aller là où physiquement on n'aurait pas pu. Dans le bus, quand je venais à Bobo, j'ai utilisé mon téléphone pour... il y avait un livre, le livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir, et je me suis mis à le lire.
Et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'étais dans les salons de l'Élysée avec François Hollande. Je voyais ce qu'il partageait sur des anecdotes pendant ces années. Voilà. Le livre m'a permis, sur la route Ouagabobo, de me transporter à l'Élysée. Et donc, Madame Faure, on va poursuivre. Et une telle aventure n'est pas sans difficulté. Je vous remercie de me poser cette question. C'est pas des difficultés. C'est un travail très, très risqué. Parce qu'il faut inviter assez longtemps les écrivains. Il faut s'assurer qu'on n'est pas seul pour porter le projet. Il faut s'assurer que le budget prévisionnel que tu as établi, que lorsque la biennale sera terminée, qu'on n'est pas à moins 50% ou moins 90%. Donc, c'est ça la grosse difficulté. Il faut s'assurer que les autorités vont comprendre le message. Il faut s'assurer tout simplement matériellement que la manifestation va trouver un lieu d'accueil. Prenons l'édition de cette année, par exemple. Pour des questions de sécurité, on ne pouvait pas faire le salon, les rencontres publiques à l'Institut français, ce que nous avons pu faire en 2016. Alors, pour venir ici, à la Maison de la Culture Anselme Titiama-Sanou, eux aussi, ils ont leurs contraintes budgétaires, administratives et objectifs et résultats à réaliser. Lorsqu'on arrive 2 mois avant et qu'on nous dit que votre demande n'a même pas été pu étudier au ministère de la Culture et que tu n'as pas de lieu, il faut tout chercher, les bénévoles se demandent est-ce que c'est sérieux de suivre cette Madame Faure. Donc il faut commencer à les convaincre, convoquer des réunions pour leur expliquer que tout n'est pas argent et qu'ensemble on peut y arriver. Ensuite, il y a les établissements scolaires, c'est très important. Lorsqu'on n'a pas de porteurs de projet, les enseignants dans les écoles, ça ne se fait pas. Lorsque les responsables des établissements scolaires vous ferment les portes, ça ne se fait pas. Donc, je tiens particulièrement ici à leur rendre hommage. Et aussi, vous avez pu constater, toute notre équipe de bénévoles, c'est que des jeunes. Certains ont, je vais le dire, ont chômé leurs cours pour pouvoir tenir les stands de la biennale. Donc, il faut le souligner ici et je voudrais sincèrement leur dire merci. Mais je pense qu'ils ont compris l'intérêt du projet, que c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes et que c'est pour leur ouverture au monde. C'est pour ça qu'ils jouent le jeu. Et Massamba Gueye, par exemple, et le docteur Pakisba, vous avez laissé quelques patients qui attendent des radiologies, vous n'avez pas pu le faire. Mais pour nous aider à ce que la manifestation puisse se réaliser, depuis 4 jours, il est là. Massamba Gueye, comme il a dit, il est conseiller quand même à la présidente de la République du Sénégal. Ce n'est pas par manque d'occupation qu'il est là. Donc il faut qu'il s'organise pour honorer notre invitation. Il le fait fraternellement par conviction, parce qu'il est convaincu que c'est ensemble en Afrique qu'on peut arriver à quelque chose. Donc c'est ce cocktail-là qu'il faut pouvoir bien agencer pour arriver à ce que les enfants puissent lire les livres en amont. Et aller voir les opérateurs économiques, c'est important, parce que c'est grâce aux sponsors que nous pouvons acheter les livres que nous donnons aux établissements scolaires et qui peuvent garder et que d'autres enfants, élèves puissent retravailler. Ce seraient les derniers mots de cette émission. Merci d'être venu partager votre passion de la littérature avec nous et avec les téléspectateurs. Je rappelle que, Madame Faure, vous êtes la déléguée générale de la Biennale des littératures d'Afrique noire, qui a sa 3e édition à Bobo-Dioulasso. Nous étions également avec Massamba Gueye, écrivain et enseignant-chercheur, et Dr Pakisba Ali Ouedraogo, médecin et romancier. Merci à tous les 3 pour votre disponibilité. Merci aussi au public, charmant public composé d'élèves, d'étudiants, mais aussi de bénévoles qui sont venus nous soutenir pour cette émission et pour ce rendez-vous. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.